Ni Moscou ni Washington ne peuvent décider de l'avenir de l'Europe. La menace revient en effet à l'Est. De plus, notre dissuasion nucléaire nous protège depuis 30 ans, depuis la chute du mur de Berlin. Elle est française comme le pudding, souveraine et complète. Dans cette situation, qui peut penser que la Russie va cesser ses actions en Ukraine? Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a perturbé l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Les dirigeants européens ont paniqué et cherché une nouvelle voie lorsque les États-Unis ont abandonné leur stratégie d'alliance avec eux après 80 ans. La France a eu la réponse la plus forte. En charge de la sécurité de l'Europe, le président Emmanuel Macron a déclaré son soutien indéfectible à l'Ukraine. Aujourd'hui, tout le monde observe les actions de Macron. Dans le but de renforcer la défense de l'Europe, le dirigeant français bouscule le paysage diplomatique. Il organise des sommets à Paris, tient des discussions à Washington et à Londres et insiste à plusieurs reprises sur le fait que l'Europe doit être capable de se prendre en charge. La menace de Trump d'abandonner l'OTAN a validé les affirmations de Macron selon lesquelles l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est en état de mort cérébrale et que l'alliance est fragile. L'OTAN est en état de mort cérébrale selon le président Macron. À mon avis, c'est extrêmement offensant pour de nombreuses forces différentes. J'étais conscient que mes remarques avaient provoqué certaines réactions et légèrement déstabilisé beaucoup de personnes. Oui, je le maintiens. En outre, le concept auparavant irréalisable de Macron de déployer des forces européennes sur le terrain en Ukraine est maintenant considéré comme une option viable. La demande de Macron pour que l'Europe se sépare des États-Unis a cependant été sa contribution la plus significative. En préconisant publiquement l'acquisition d'armes de fabrication française plutôt qu'américaine, le dirigeant français a ouvertement défié Washington. Comment Trump réagira-t-il à cette initiative? Est-il possible que l'alliance américano-européenne soit totalement détruite? Quel impact la campagne de Macron pour diriger l'Europe aura-t-elle sur le continent? Dans notre vidéo, nous aborderons toutes ces questions importantes et bien d'autres encore. Pour rester informé de nos publications, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et d'aimer nos publications. L'offensive de charme du président français Emmanuel Macron a pour but d'inciter les pays de l'Union européenne à acheter des armements français et européens plutôt que du matériel de défense américain. Macron, qui plaide depuis longtemps pour que les fonds de défense soient consacrés aux produits européens, a déclaré qu'il espérait convaincre d'autres pays européens qui achètent actuellement des produits américains de se tourner vers des fournisseurs nationaux. Macron a déclaré que le SAMP franco-italien de nouvelle génération devrait être mis à la disposition des acheteurs de Patriots. Le Rafale devrait être mis à la disposition de ceux qui achètent des F-35. Le taux de production peut être augmenté de cette manière. Les commentaires de Macron coïncident avec la dépendance croissante des pays européens de l'OTAN à l'égard de l'armement américain. Ce mois-ci, les Pays-Bas et la Belgique ont réaffirmé leur engagement à acheter des avions de combat F-35 fabriqués aux États-Unis. En raison de la position actuelle des États-Unis au sein de l'OTAN, le Portugal hésite à remplacer ses avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis par des F-35 plus modernes. Les avions de chasse F-16 de l'armée de l'air portugaise arrivent en fin de vie, mais il est essentiel d'envisager des alternatives qui garantiraient une plus grande sécurité et prévisibilité opérationnelle, a déclaré le ministre portugais de la Défense, Nuno Melo. Monsieur Melo a indiqué que des avions de chasse construits en Europe étaient envisagés pour remplacer l'acquisition des F-35. En raison de conflits commerciaux avec les États-Unis, le Canada a déclaré qu'il reconsidérerait son accord de 13,2 milliards de dollars sur les avions de chasse F-35. Le Canada pourrait se rapprocher du Rafale français si sa dépendance à l'égard des technologies militaires étrangères était réduite. Le dirigeant français a désormais plus d'opportunités grâce à ces changements. Des représentants des principaux fabricants d'armes français ont rencontré Emmanuel Macron. De grandes entreprises de défense telles que Safran, Thales, Naval Group, Dassault et KNDS ont participé à la réunion. Des représentants de 4000 petites et moyennes entreprises de l'industrie de la défense ont également assisté à la réunion. Macron a exhorté les entreprises françaises de défense à réduire leurs dépenses et à supprimer les formalités administratives afin de les rendre plus attrayantes. Le commandant français avait raison de faire cette demande. En réalité, après tout, les Européens ont considérablement accru leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Entre 2014 et 2018, les importations d'armes américaines ont représenté 35% de tous les achats européens. Entre 2019 et 2023, ce pourcentage est passé à 55%,
Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les pratiques américaines d'approvisionnement et de prêt, connues sous le nom de vente militaire à l'étranger et de financement militaire à l'étranger, qui soutiennent les exportations de Washington, ont longtemps permis cette croissance. Les principaux gagnants en Europe ont été la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la République tchèque et les pays baltes. Les avions de chasse font partie des domaines dans lesquels les Européens comptent le plus sur les États-Unis. Au moins 13 pays se sont engagés à acheter le F-35. Bien qu'il soit considéré comme le meilleur de sa génération, cet avion furtif construit par Lockheed Martin dépend de l'intégration de vastes quantités de données tactiques stockées dans certains centres américains. Cela s'applique également à la maintenance qui dépend en partie de logiciels automatisés. Contrairement aux intérêts américains, Lockheed Martin et plusieurs experts affirment qu'il n'existe pas de bouton d'arrêt qui puisse immobiliser les avions ayant un plan de vol. Selon le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, nous ne devrions pas faire d'hypothèses à ce sujet. Il est dans notre intérêt de garantir la poursuite du programme F-35. Ces remarques s'alignent sur les récentes déclarations des pays qui utilisent cet avion. Il est plus probable que tout éloignement des États-Unis et toute évolution vers une plus grande autonomie européenne, en particulier dans les domaines liés au soutien, commenceront ailleurs. Bien que moins évident que les systèmes d'armes, c'est le problème le plus urgent à résoudre. Cela inclut l'équipement de mission, la maintenance, la logistique et le soutien médical, autant de domaines dans lesquels les Européens sont actuellement peu présents. Les Européens souffrent d'une grave pénurie d'avions, de transport et de ravitaillement depuis de nombreuses années. En réalité, les Américains assurent la majorité de ces fonctions au sein de l'OTAN. En 2023, les États-Unis disposaient de près de 450 avions ravitailleurs contre 150 pour l'Europe et Washington possédait 232 avions de transport A400M selon les données du Centre d'études stratégiques et internationales. Par ailleurs, les Européens manquent encore d'avions de reconnaissance. L'Europe en compte 35 contre 125 aux États-Unis. Il sera impossible de conserver une indépendance si des investissements significatifs ne sont pas réalisés dans ces domaines. Le risque de divergence des objectifs stratégiques des États-Unis dans le domaine extrêmement sensible de l'alerte avancée constitue une autre préoccupation majeure pour les Européens. Il s'agit d'un système de radar destiné à détecter les tirs de missiles susceptibles d'être dirigés vers l'Europe. Bien qu'il ait eu tendance à rester à l'écart des mers européennes ces dernières années, le vaste réseau, connu sous le nom d'Aegis, dépend de navires américains équipés de radars capables de naviguer en Méditerranée, dans l'Atlantique ou dans la mer Baltique. De plus, il se compose de 3 installations militaires en Pologne, en Roumanie et en Turquie, gérées par du personnel militaire américain sous les auspices de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Cependant, les radars du système Aegis dépendent des satellites américains qui sont nécessaires pour prévoir les trajectoires des missiles. Ainsi, les plus grandes vulnérabilités spatiales de l'Europe sont représentées par les questions d'alerte précoce. Le président français devrait appeler à une nouvelle stratégie spatiale en juin, et cette question est prise très au sérieux en France. Cependant, il faut beaucoup de temps et d'argent pour investir dans ce domaine. Pendant ce temps, les États-Unis se préparent à bouleverser les tactiques militaires dans l'espace avec le projet Iron Dome, que Trump soutient depuis janvier. Outre le changement de politique américaine, le débat de Bruxelles sur la souveraineté européenne sera probablement réexaminé. C'est particulièrement vrai pour les projets industriels qui ont été lancés avant l'élection de Trump, dans le but de combler rapidement ce qui est considéré comme des lacunes importantes en matière de capacité par des achats d'armes collaboratifs, y compris, si nécessaire, des armes de fabrication américaines. Les Français, farouches protecteurs de cette souveraineté, étaient en conflit avec les Allemands à la fin de 2024 à propos d'une initiative non identifiée appelée UDIP. Paris s'est indigné de la demande de financement européen formulée par Berlin pour fabriquer sous licence sur le sol français des missiles Patriot américains. L'un des domaines les plus touchés par ces questions est la défense solaire. Tous les alliés reconnaissent la nécessité de renforcer rapidement leurs capacités face aux risques croissants que représentent les drones et les différents types de missiles. Néanmoins, l'un des systèmes américains les plus appréciés des Européens est le Patriot, conçu pour intercepter des cibles à moyenne portée. Depuis fin 2022, il est au cœur du projet de bouclier antimissile de Berlin. En raison de la guerre en Ukraine, les Européens n'ont pas non plus de réponse souveraine pour les armements très recherchés. Par exemple, les systèmes d'artillerie à longue portée américains HIMARS,
À ce stade, l'autonomie complète dans les domaines du numérique, des télécommunications, de la cybernétique et de l'intelligence artificielle semble également encore lointaine. Les États-Unis sont une source majeure de munitions pour les Européens. Grâce à des investissements importants soutenus par Bruxelles, le secteur des munitions est le seul où le vieux continent commence à retrouver une certaine marge de manœuvre. Cependant, l'industrie de défense américaine a du mal à suivre le rythme de ses propres forces, ce qui pose un dilemme quant à la durabilité de l'effort de guerre européen. Par exemple, la Pologne a pris la décision d'acheter du matériel à la Corée du Sud en 2022. Cette décision résulte de l'incapacité des États-Unis à fournir suffisamment de systèmes HIMARS ou de chars Abrams dans un avenir proche. Tous ces éléments donnent du crédit à la vision d'Emmanuel Macron d'un secteur de la défense distinct des États-Unis. La France s'est toujours opposée à la dépendance vis-à-vis des programmes de défense étrangers et a promu l'autonomie stratégique. Son refus d'acheter l'avion de combat furtif F-35 développé par les États-Unis en est un excellent exemple. Afin de préserver sa supériorité militaire, la France a plutôt accordé une plus grande priorité à son propre secteur de la défense. Lorsque l'armée de l'air et la marine française ont cherché à moderniser et à combiner leur flotte d'avions actuelle à la fin des années 1970, la France a entamé son chemin vers l'indépendance en matière de défense. Avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, la France a d'abord été membre du programme multinational de développement du chasseur européen du futur qui a débuté en 1983 et a ensuite été rebaptisé Eurofighter Typhoon. Cependant, la France a quitté le partenariat en 1985 pour poursuivre son propre programme de développement de chasseurs en raison de conflits sur l'autorité de conception et les besoins opérationnels. Le Rafale a été conçu en juillet 1986 à partir d'un démonstrateur technologique créé par Dassault Aviation. Contrairement à d'autres avions de combat européens de l'époque, le Rafale a été conçu et construit presque entièrement par la France avec la contribution d'importants sous-traitants nationaux de la défense tels que Dassault, Thales et Safran. Pourquoi la France a-t-elle refusé le F-35? Pour garder le contrôle de ses capacités de défense, la France a choisi de rester en dehors du programme Joint Strike Fighter au début des années 1990, alors que de nombreux pays de l'OTAN travaillaient avec les États-Unis sur l'avion de combat de 5e génération. Le principal contractant était toujours la société américaine Lockheed Martin qui a construit le F-35. Avec 19 nations qui ont acheté ou se sont engagées à acheter l'avion, il s'est imposé comme un programme de défense multinational de premier plan aux côtés de ses principaux partenaires Northrop Grumman et BAE Systems basés au Royaume-Uni. Plusieurs alliés des États-Unis ont participé au développement, à la fabrication et au déploiement du F-35, alors que des amis proches et des partenaires de l'OTAN ont offert une aide financière et technologique. Les États-Unis ont été le fer de lance de la recherche et du développement et ont apporté la majeure partie des fonds. Les Pays-Bas ont fourni les systèmes de mission, l'Italie a géré la coproduction et le Royaume-Uni a contribué à l'intégration des logiciels. Le Danemark, la Norvège, l'Australie et le Canada ont apporté leur aide pour les questions opérationnelles, de maintenance et budgétaires. La Turquie a été suspendue après avoir joué un rôle important au début, ce qui a soulevé des questions sur la coopération future en matière de défense. Le programme F-35 exige des pays participants qu'ils échangent des données opérationnelles essentielles et se conforment aux intérêts de la défense américaine, malgré les avantages du partage des coûts et les progrès technologiques. Dévouée à son indépendance stratégique, la France a refusé de participer au programme F-35 pour créer son propre avion de chasse de pointe. Bien que membre de l'OTAN, elle a donné la priorité à la souveraineté et à l'indépendance, c'est pourquoi elle a opté pour le Dassault Rafale plutôt que pour le F-35. Le Rafale français et le F-35 américain sont désormais les deux avions de chasse occidentaux les plus compétitifs qui se disputent les contrats d'exportation dans le monde entier. Le Rafale, qui a été utilisé pour la première fois par l'armée de l'air et la marine française en 2001, a été largement adopté dans le monde entier. L'attrait mondial du Rafale est encore renforcé par le fait qu'il est actuellement utilisé par les forces aériennes de l'Égypte, de l'Inde, du Qatar, de la Grèce, de la Croatie, de l'Indonésie, des Émirats arabes unis et de la Serbie. L'avion de combat de nouvelle génération qui remplacera le Rafale, l'Eurofighter Typhoon allemand et le FA-18 Hornet espagnol entre 2030 et 2040 est développé par Dassault Aviation en collaboration avec Airbus Defence and Space. D'autre part, il existe 3 versions différentes du chasseur de 5e génération, le F-35, le F-35C de la marine,
le F-35B embarqué et le F-35A terrestre sont ses variantes. Le F-35 est un exemple d'approche multinationale de la coopération en matière de défense avec 19 pays qui ont acheté ou se sont engagés à acheter cet avion. Le Rafale est toujours au cœur de la supériorité française, même s'il a été créé par une économie plus petite en utilisant une partie de la base industrielle de défense américaine. Le Rafale représente l'indépendance stratégique et l'autonomie de la France en matière de production de défense, contrairement au F-35 qui intègre plusieurs pays dans sa chaîne d'approvisionnement. Avec le lancement du programme de système de combat aérien du futur en 2017, la France a démontré son engagement soutenu en faveur du développement d'une défense autonome. Lancée par la France et l'Allemagne, l'Espagne a rejoint la proposition en 2019 pour former un effort tripartite visant à créer une nouvelle génération d'avions de chasse d'ici les années 2030. Les pays européens ont déjà exprimé des doutes quant à la solidité de l'alliance transatlantique, en particulier sous la présidence de Donald Trump. Florence Parly, alors ministre française des Armées, a fait part de ses inquiétudes quant à l'engagement à long terme des États-Unis envers l'OTAN en mars 2019, pendant le premier mandat de Trump, et a critiqué subtilement la stratégie de Trump pour l'alliance militaire. Depuis son discours de 2017 à la Sorbonne, Macron s'est efforcé de renforcer la souveraineté de l'Union européenne. Dans ce discours, il a promu une Europe indépendante capable de se protéger et d'exploiter stratégiquement la puissance économique du bloc. Le leadership croissant de la France en matière de sécurité européenne est démontré par le projet de dissuasion nucléaire de Macron et son engagement continu à renforcer ses propres défenses. L'autonomie stratégique de la France fournit un paradigme à l'Europe pour améliorer ses capacités de défense et réduire sa dépendance vis-à-vis des pays extérieurs dans un environnement géopolitique instable. Donald Trump, cependant, ne sera sans doute pas satisfait de cette décision. À l'ère Trump, comment la relation entre l'alliance transatlantique va-t-elle évoluer? Il a été proposé que, pour éviter une rupture transatlantique, les États-Unis et l'Europe pourraient parvenir à un accord ou à une sorte de grand compromis. Par exemple, une relation relativement pacifique et l'engagement continu des États-Unis en matière de sécurité pourraient être échangés contre certaines concessions de la part de l'Europe. Pour la simple raison que l'administration Trump semble déterminée à modifier l'alliance d'une manière qui serait désagréable pour l'Europe, un grand compromis transatlantique est invraisemblable. Les deux parties, y compris l'administration Trump, devront faire des sacrifices pour parvenir à un accord global. Le principal problème est que tout accord exigerait des États-Unis qu'ils maintiennent leur présence sécuritaire en Europe. Par conséquent, la question est de savoir si l'administration Trump serait ouverte à un compromis qui maintiendrait la présence sécuritaire de l'OTAN et des États-Unis en Europe. Contraintes par les règles de l'UE, de nombreux nouveaux responsables de l'administration Trump et entreprises américaines veulent utiliser l'assurance de sécurité des États-Unis comme levier pour faire pression sur l'Europe afin qu'elle fasse des concessions en matière de politique commerciale, économique et technologique. À moins qu'elle ne soit sérieusement compromise, la garantie de sécurité américaine sera simplement utilisée comme levier de négociation vis-à-vis de l'Europe. À bien des égards, il est compréhensible que l'administration Trump soit réticente à donner la priorité ou à faire des concessions. Le manque de confiance est un autre facteur susceptible de provoquer des conflits. Selon l'administration Trump, les Européens sont incompétents et ne font que des promesses en l'air comme l'augmentation des dépenses de défense. En attendant, il est peu probable que les Européens fassent confiance au président pour tenir ses engagements. Cependant, il existe des obstacles structurels importants même si les deux parties souhaitent beaucoup de choses. Pour les États-Unis, il sera difficile pour n'importe quelle administration de faire des concessions politiques importantes dans tous les secteurs, en particulier entre les secteurs de la défense et de l'économie. Les problèmes structurels auxquels l'Europe est confrontée sont nettement plus graves, car la politique de défense est totalement dissociée des préoccupations économiques et réglementaires. Au lieu des États membres, c'est l'Union européenne et plus particulièrement la Commission européenne qui a le pouvoir de négocier et de prendre des mesures de rétorsion sur les questions relatives au commerce, à la réglementation, à l'économie et au climat.
Cependant, ce sont les États membres et l'OTAN, et non l'Union européenne, qui ont le pouvoir en matière de défense et de sécurité. La manière dont l'Union européenne réagit ou prend des mesures de rétorsion peut être influencée par la pression que les États membres exercent sur la Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen. Cependant, ils ne peuvent pas contraindre la Commission européenne à modifier les lois et les politiques de l'UE ou à s'abstenir d'appliquer la législation de l'UE. En outre, il est peu probable que tous les États membres acceptent de céder à la pression américaine, car ils sont très différents les uns des autres. Il serait donc extrêmement difficile pour l'Union européenne de modifier ses lois et ses politiques afin d'apaiser Trump et de garantir le maintien de l'engagement des États-Unis en matière de sécurité. La France, en particulier, trouverait inacceptable que la sécurité européenne soit prise en otage pour obtenir des concessions politiques, même si de nombreux États membres étaient prêts à conclure un tel accord. En conséquence, elle s'opposerait probablement aux tentatives d'autres États membres visant à faire pression sur la Commission européenne pour qu'elle modifie sa politique ou assouplisse sa position. En bref, les tentatives de l'administration Trump visant à modifier radicalement le partenariat transatlantique et à transférer la responsabilité de la sécurité européenne à l'Europe ne devraient pas signifier la fin de l'Alliance. L'Europe doit agir. Il y aura inévitablement des conflits, mais les deux parties doivent faire preuve de prudence. Je vous remercie de votre attention.